the day breaks. No more time to get to know you. I've been working on a jailbreak. Keep it calm with the fast pace. Any moment till the day breaks. No more time to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. See, I've been working on a jailbreak. Got no time for a new fate. Any moment they'll replace me. Should have tried to get to know you. I've been working on my timing. Insecurity beside me. But your taste is so inviting. Should have tried to get to know you. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Mama, it's a jailbreak. It's a jailbreak. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Now I'm living in a dream. Now I'm living in a dream. And I don't think I'm ever gonna wake up. Bienvenue au code de fiscalité. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des conseils en anglais ou en français? En français. Français ou en français, voilà. En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Lafontaine, je suis comptable, je travaille chez Gestion Privée Groupe Investors. Bonjour, Benjamin Lompré, fiscaliste chez Lemay Nollet. Bonjour, Marc-Antoine Drake, je suis directeur général de Groupe Investors et je suis CFA. Bonjour, Jean Paquin, comptable agréé, gestion privée, groupe Investors. Est-ce que je peux essayer le clicker avant? Oui. S'il vous plaît? Merci.
Chère Madame Grégoire, la fiscalité canadienne n'est pas une chose facile. En effet, elle est source de maux de tête pour tous les contribuables canadiens. Et ce, en raison des nombreuses et de la complexité des règles qui régissent la loi de l'impôt canadien. C'est pourquoi mon équipe, formée de Pierrick Gosselin-Lafrenière, Joanie Provençal-Gaudreau et moi-même, Jeff Weddell, sommes ici afin de vous protéger contre les autorités fiscales et minimiser les impôts à payer. Au niveau du plan de la présentation aujourd'hui, nous allons discuter avec vous des aspects fiscaux de l'entreprise et des déductions que vous pouvez prendre ou non. Nous allons parler de l'acquisition de l'entreprise de PMF ainsi que du financement de l'acquisition. Par la suite, nous allons parler de la planification de votre retraite à vous et votre mari. Donc, il y a des frais de voyage qui sont pour un montant de 42 887 $. Ceux-ci sont déductibles s'ils sont raisonnables. Ils ont été effectués pour générer du revenu d'entreprise et ça, ils ont été faits à l'extérieur de la métropole de l'entreprise. Nous avons pris pour hypothèse que l'entreprise est située à Québec et que ces derniers ont été faits à Montréal. Sans quoi, si elles ne sont pas effectuées à l'extérieur de la métropole, ces derniers ne sont pas déductibles. De plus, il y a un montant raisonnable de 50 $ par jour attribué aux frais de repas. Les repas mensuels, vous faites des repas de 5 000 $ à chaque mois pour tous vos employés. Cette dépense est déductible à raison de 6 fois par année. Vous avez le droit d'organiser 6 événements par année, mais strictement dédiés à tous les employés. Donc, vous en avez effectué une par mois. Donc, 6 sont déductibles pour un montant de 30 000 et 6 autres vont être refusés. Vous avez des frais de formation, dans le fond, vous envoyez vos employés à l'université. Tous ces frais sont déductibles pour l'entreprise, mais sont toutefois un avantage imposable pour vos employés. Vous avez acquis une auto d'une valeur de 45 000 $. Elle va être dans la catégorie 10.1. Cette catégorie distingue les véhicules qui rentrent dedans, dans le fond, c'est des véhicules au-delà de 30 000 $. Vous allez pouvoir simplement récupérer les taxes sur un montant de 30 000 $ et non pas de 44 000 $. Vous allez avoir droit à la règle du demi-taux la première année et lors de l'année de la disposition. De plus, elle est dans un taux dégressif de 30 % et chaque véhicule dans cette catégorie sont distincts. Donc, si vous rachetez un autre véhicule, ce sera dans une autre catégorie 10.1. Finalement, il y aura un avantage imposable pour l'employé, encore une fois, pour les droits d'usage et d'utilisation personnelle qui se chiffre à 17 % présentement. Vous versez aussi des bonus aux employés. Ce qui est important, c'est que le boni doit être déclaré avant la fin de l'année fiscale et versé aux employés 180 jours après l'année fiscale pour qu'elle soit déductible à l'entreprise. Monsieur McShane dit qu'il est un peu tanné de payer des impôts et donc nous avons vu qu'il avait un compte de dividende en capital pour un montant de 72 000 $. Donc il devrait nous lui suggérons fortement d'utiliser de se verser un dividende via le compte de dividende en capital qui est non imposable. Je vais laisser ma collègue continuer avec l'acquisition de l'entreprise. Bonjour. Monsieur McCain, dans le fond, il souhaite conserver 10 % des actions au sein de l'entreprise pour pouvoir continuer à s'impliquer dans la gestion et dans le contrôle de l'entreprise. Donc, nous supposons que vous allez acquérir 90 % des actions. Tout d'abord, il y avait des placements que M. McShane avait dans l'entreprise au sein d'un plaisir personnel d'investir à la bourse. Donc, nous avons élaboré une certaine planification fiscale pour sortir les placements de la compagnie afin qu'ils ne fassent pas partie de l'acquisition. La première étape consisterait au roulement des actions détenues dans une nouvelle entité NewCo. Dans le fond, le placement représentait 14,20 % de la JVM totale de l'entreprise. Donc, il faudrait transférer 14,20 % des actions détenues par monsieur dans la nouvelle société. Par la suite, il y aura un roulement des placements dans la nouvelle entité NewCo contre des actions privilégiées qui, par la suite, seraient rachetables.
Donc, la troisième action serait le rachat des actions ordinaires détenues par NUCO contre un bien à payer. Par la suite, il y aura un rachat des actions privilégiées détenues par la société contre un autre bien à payer. Et finalement, comme les deux biens à payer sont équivalents, il y aurait une compensation des biens à payer. Et tout ça est permis par la loi sur l'impôt fiscal. La situation par la suite de la société Porte et Fenêtre, M. McCain détiendrait maintenant 8 580 actions ordinaires pour une JVM réduite, considérant que les placements vont avoir été transférés dans la nouvelle société. Par la suite, nous avons voulu valider que la société était admissible à la déduction pour gain en capital suite à la vente des actions. Les trois critères pour être admissible, ça serait une détention de 24 mois des actions. Durant cette période de détention, vous devez respecter le test du 50% sur la JVM des actifs qui sert à l'exploitation pendant la période de détention. Et finalement, le troisième critère, c'est au moment de la disposition des actions, le test doit être augmenté à 90% de la JVM des actifs. Donc, selon les états financiers que vous nous avez remis, nous avons considéré que l'encaisse était supérieure au fonds de roulement nécessaire à l'exploitation de la société, considérant qu'il y avait des comptes fournisseurs et des comptes clients. Donc, nous avons jugé 200 000 serait raisonnable considérant toutes les opérations effectuées au courant de l'année. Et le test nous donnait une réponse de 97%, donc amplement satisfait au niveau de l'admissibilité. Ce qui occasionnerait, suite à la vente d'actions, un produit de disposition à 10 20 277, réduit du PBR à 7 722. Il est à noter que nous avons pris 90% de la JVM et 90% du PBR restant sur les 8 580 actions, considérant qu'on a effectué un roulement, un rachat d'actions. Ce qui occasionnerait des impôts à payer sur un gain en capital de 2 299 739. Finalement, il y aurait une somme disponible pour monsieur de 7 720 538 $. Par la suite, il est certain que pour effectuer une acquisition de cette ampleur-là, il faut se questionner à savoir quel sera le financement pour accomplir l'achat. Tout d'abord, vous pourriez évidemment emprunter personnellement, et c'est sûr que 10 millions, ça sera plus ou moins possible considérant que ça va être un emprunt personnel. Par la suite, nous allons poursuivre avec l'optique de création d'une société de gestion. Donc, la société de gestion pourrait emprunter. Et finalement, votre mère, Catalina Grégoire, est prête à vous financer une partie du montant pour l'acquisition de l'entreprise. Donc, premièrement, pour l'emprunt personnel, il est certain que les intérêts seraient déductibles dans votre déclaration personnelle en fin d'année. Par la suite, la société pourrait vous rembourser l'emprunt via soit un dividende ou un salaire que vous recevriez de l'entreprise. L'aspect négatif, c'est que le financement, évidemment, sera incomplet, considérant que vous faites seulement un salaire de 240 000 et que vous nécessitez un financement de 10 millions de $. Pour la deuxième option, ça serait de créer une GESCO qui, elle, acquérait les actions de la société PFM et l'emprunt serait au nom de la GESCO. Ainsi, il serait possible d'avoir un emprunt d'un montant plus important. Les intérêts seraient déductibles dans la GESCO. Pourquoi on a mis un aspect négatif? C'est que considérant que ça va être une GESCO, il n'y aura pas de revenus durant l'année. Donc, la perte, les frais d'intérêt liés créeraient une perte, mais on ne pourrait pas utiliser sa perte considérant qu'on n'aurait pas de revenus. Finalement aussi, il y aurait l'utilisation future de la DGC à la vente future des actions qui serait impossible au sein de la GESCO. Notre solution, ça serait d'envisager, suite au remboursement de l'emprunt, une fusion-liquidation avec la société PFM. Aussi, au sein de la société de gestion, considérant que votre mari fait peu de revenus actuellement et que vous voulez aider vos enfants dans leur éducation future, il y aurait une possibilité de créer une fiducie discrétionnaire dont le constituant pourrait être, par exemple, votre père. Le fiduciaire, ça serait vous, votre conjointe et possiblement un très bon ami. Et finalement, vos bénéficiaires, ça pourrait être vos enfants, vos petits-enfants et votre conjointe et vous-même. Ainsi, vous pourriez être en mesure de fractionner votre revenu et ça créerait une flexibilité pour plus tard la vente des actions. Et finalement, la dernière option, au sein de l'entreprise de votre Max Beauté, il y avait un CRTG de 4 millions de $. Donc, il serait possible de verser un dividende déterminé de 2 millions de $ à la GESCO, qui, elle, par la suite, pourrait faire un prêt portant intérêt à votre nouvelle GESCO que vous venez de créer. Ainsi, les dividendes intersociétés ne seraient pas imposables.
et finalement vous vouliez souhaiter faire un don de 20% du montant et il y avait un CDC disponible dans la compagnie. Nous avons seulement pris 50% du montant considérant qu'il était actionnaire à 50% de la société, donc 375 000 $. Donc, les trois options classées en ordre selon lesquelles nous vous recommandons l'utilité, ça serait évidemment le financement de la mère qui vous obtiendrait 2 375 000 $, la création d'une société de gestion, et certain que ça va dépendre des négociations avec la banque sur le montant auquel vous avez le droit. Donc, il se pourrait que l'emprunt personnel soit tout de même nécessaire au sein du cautionnement. Et il serait bien de négocier avec monsieur à savoir s'il serait possible de payer le montant de l'achat sur plusieurs années. Monsieur pourrait ainsi, dans le fond, comptabiliser une provision pour gain en capital dans sa déclaration personnelle. Évidemment, aussi, avec l'acquisition des actions, ça engendre une acquisition de contrôle, donc une fin d'année réputée. Et au niveau des reports de perte, la perte en capital, il y aurait un report refusé, mais pour les pertes autres qu'en capital, considérant que vous allez continuer l'exploitation d'entreprise et que les activités vont rester sensiblement les mêmes, il sera possible de les reporter d'ici 2022, considérant l'année de qui a été constatée. Donc, il y aurait également une solution envisageable de planification pour la perte en capital net. Ça serait possible d'éponger la perte en augmentant le PBR de certains biens qui sont actuellement dans l'entreprise en créant un gain en capital pour éponger la perte en capital dont monsieur pourrait bénéficier. Vous questionnez également sur l'impact des pertes présentes dans votre placement de portefeuille personnel. OK, non, je me suis trompé. Désolé. Votre conjoint, Nick Tremblay, se questionnait sur les avantages, inconvénients d'avoir une rémunération salaire versus le dividende. Les deux ont des avantages, c'est certain. Le salaire permet d'accéder à certains crédits d'impôt comme le montant de base personnelle, dont le dividende ne donne pas l'accès. La rémunération par salaire permet également de pouvoir cotiser à un RIR, ce qui peut être un avantage car vous voulez planifier votre retraite à long terme. Vous pouvez également aussi déduire des frais de garde d'enfants. Vous avez 3 enfants, dont 2 qui sont assez jeunes encore, donc il va être possible de pouvoir avoir des crédits d'impôt avec cela. Cotiser au RQAP, si jamais, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend, vous allez peut-être pouvoir avoir un autre enfant, et le RQ pour la retraite. Cependant, le salaire doit être raisonnable pour éviter une double imposition, soit dans vos mains et une dépense refusée dans l'entreprise de votre conjoint. Le dividende permet d'avoir un crédit au dividende, donc ça c'est un des gros avantages. Il n'y a pas de retenue à la source pour l'entreprise. Votre femme qui va être propriétaire de l'entreprise, ça va être un avantage. Et possibilité également de recevoir un dividende en capital qui ne sera pas imposable dans vos mains, donc pas d'imposition à payer de ce dividende, cet argent reçu. Donc, on recommande, nous, de faire un peu un mix entre les deux. Recevoir du salaire et également des dividendes. On mettrait le conjoint actionnaire de la compagnie lorsque madame sera propriétaire. Vous questionnez sur les pertes de votre placement. Dans le cas, il était mentionné des pertes sur placement. Il n'était pas spécifié, c'était des pertes en capital. Donc, nous, on a posé l'hypothèse que c'était des pertes qui étaient non matérialisées encore. Donc, qu'il n'y a pas de disposition. On a posé l'hypothèse que c'était uniquement la variation de la juste valeur avec la valeur comptable, alors que vous avez investi dans ces placements-là. Par conséquent, il y a uniquement des frais d'intérêt qui ont été payés en 2015 et en 2014, et des frais de courtier qui ont été payés en 2014, ce qui vient augmenter la PNCP de madame avec 1 400 en 2015 et 1 000 en 2014. L'impact, ça va venir réduire la DGC disponible lorsque vous envisagerez de vendre l'entreprise dans le futur. La solution, on conseille de verser un dividende pour bien éponger cette PNCP pour obtenir le maximum d'addition de gain capital lorsque vous envisagerez de vendre l'entreprise dans le futur. Cependant, il y a des pertes qui ne sont pas matérialisées. Nous autres, on conseille, lorsqu'une année vous allez faire du gain, de pouvoir vendre ces actions-là à perte pour éponger justement le gain en capital des autres actions, ce qui va permettre de pouvoir économiser de l'impôt lorsqu'on fera ces actions de disposition-là. Je vais parler également de la planification financière. Vous vouliez 2 objectifs, soit vous assurer une belle retraite à vous et votre conjoint, et également offrir une bonne éducation à vos enfants. Pour votre retraite,
On conseille de réviser la rémunération de madame. Présentement, elle n'était pas propriétaire d'entreprise, mais maintenant qu'elle est propriétaire, on va pouvoir alterner entre deux options, soit également le salaire versus les dividendes. Comme je l'ai présenté tantôt, il y a beaucoup d'avantages à utiliser les deux modes de rémunération. On conseille également de fractionner, on peut fractionner le revenu de madame avec son conjoint pour avoir un économie maximum de 2 000 $. On conseille de cotiser au RIR, on peut cotiser 10% du salaire de l'année précédente pour un maximum en 2015 de 24 930. Donc, on viendrait, nous autres, faire une planification. On devrait verser ce montant de salaire-là, puis la différence de 240 000, on le verserait en dividende. Ça pour atteindre le montant maximum de cotisation au à chaque année. On conseille également de cotiser au CELI si vous n'avez jamais cotisé. Le solde disponible, si vous n'avez jamais cotisé jusqu'à présent, serait de 46 500 en 2016. Il serait de 5 500 de moins en 2015. On veut assurer également, on a fait un petit calcul pour assurer votre retraite. Vous avez présentement 44 ans. Nous, l'espérance de vie moyenne d'un Canadien est de 85 ans. L'âge de retraite qu'on vous estime serait entre 60 et 65 ans. Votre salaire actuel est de 240 000, ce qui est très élevé. Nous n'avons pas assez d'informations pour déterminer quel est votre rythme de vie actuel, quels sont vos loisirs, voulez-vous voyager à la retraite. Donc, nous, on a posé l'hypothèse que le salaire serait le même à la retraite. Dans le fond, il vous reste une dizaine d'années, quinzaine d'années avant de prendre votre retraite. La valeur de l'entreprise vaut 10 millions de $. Donc, puisque aucun de vos enfants ne veut prendre la relève présentement, on a pris l'hypothèse que vous pourriez la vendre et avec ce montant-là, vous aurez amplement d'argent pour avoir une retraite de retraite. Pour l'éducation de vos enfants, on vous conseille de cotiser à un REER. Le montant maximum est de 50 000 $ par enfant. Vous pouvez cotiser à ce montant-là. Avant que l'enfant ait 18 ans, à 18 ans, on ne peut plus cotiser. Il s'agit, les cotisations ne seront pas déductibles aux revenus comme un REER. Cependant, tous les revenus d'intérêt, toute l'augmentation de valeur ne sera pas imposée. C'est les retraites qui vont être imposées dans les mains de la personne qui reçoit, donc de votre enfant lorsqu'il sera aux études. Ce qui est avantageux avec ce régime-là, c'est que le gouvernement donne des subventions équivalentes à 20 pour un maximum de 2 500 par année. Pas les subventions, mais le montant il donne 20 de 2 500 au maximum par année. Puisque eux, de 15 ans, il vous reste 3 années, donc il faudrait cotiser de 16 167 pour les 3 prochaines années. Pour Marie à 12 ans, 2 333 pour les prochaines années. Et Peter, pour les 15 prochaines années, 3 333 pour avoir la cotisation maximale au REER pour les enfants. On a d'autres conseils fiscaux également qui pourraient vous permettre d'économiser de l'impôt. La tendance actuelle est pour le développement durable. Vous pourriez utiliser le transport en commun, qui peut être très avantageux. Le montant, le crédit d'impôt de 15 % des dépenses de transport en commun mensuel est supérieur à 1 mois, pour un maximum de 600 $ par année. Il y a également le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants, pour un maximum de 150 $ par année, dans le fond 15 % de 1 000 $ par enfant de moins de 16 ans, bien sûr. C'est mon avis conclu. Bref, faire un retour sur ce que nous avons démontré aujourd'hui. Il y a certaines dépenses qui étaient admissibles. On vous a démontré lesquelles étaient bonnes et lesquelles allaient être refusées au niveau fiscal pour l'entreprise. Nous avons présenté une seule façon d'acquérir l'entreprise. En considérant que c'était votre ami, que c'est votre ami qui veut rester au sein de l'entreprise, à travers l'acquisition d'une GESCO dans laquelle vous allez transférer l'argent pour acquérir l'entreprise. Chose importante à noter, les intérêts vont être déductibles, tel que mon ami l'a dit précédemment. Et puis, on vous a montré certains choix possibles à effectuer au niveau de votre planification, au niveau de la retraite, les REER, les CELI, ainsi que pour vos enfants, les régimes d'épargne enregistrés d'études. Merci pour votre écoute. Nous allons passer une période de questions. Messieurs, dames, félicitations pour votre présentation. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas considéré l'achat d'actifs comme solution? Tout simplement car M. McShane voulait rester au sein de l'entreprise, garder 10 % des parts et
considérant qu'il veut absolument, il préférait vous la vendre à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre, la vente d'actifs le sortirait de cette entreprise-là. Donc, nous avons été avec l'action, donc vendre 90% des actions à madame pour qu'il puisse continuer à gérer, à faire. Il veut rester au sein de l'entreprise, donc 90% des parts. Si je peux ajouter aussi, ça serait de négliger le choix, la vente d'actifs. On peut choisir les actifs qu'on va acheter. Ça serait difficile de déterminer quel actif le monsieur est prêt à céder son pouvoir pour céder 90% de la JVM des actifs également. Question de mon côté, vous recommandez le versement du dividende en partie pour Luc Tremblay. Comment vous alignez ça pour que ce soit possible là, dans votre solution de verser un dividende à M. Tremblay? En fait, on mettrait actionnaire de la société, souvent des actions privilégiées. Nous n'allons pas de plus, ça va être sa conjointe qui va posséder le contenu de l'entreprise. Donc, avec ça, ça va vous permettre de pouvoir verser des dividendes. Par le biais de la fiducie, précisément dans le bénéficiaire. Je veux juste être sûr, moi de mon côté, dans le fond, ce que vous faites, vous allez purifier en sortant les placements, par ça, vous faites de l'achat croisé, vous allez vendre directement les actions. On a parlé grosso modo d'une fiducie, est-ce que vous la mettez dans la structure ou c'était juste une recommandation? Moi, je la recommanderais fortement avec la création de la GESCO, de mettre la fiducie actionnaire de la GESCO. Puis dans les bénéficiaires, vous mettiez les enfants, à partir de quel âge pour pouvoir leur verser des dividendes? Et en fait, ça serait généralement à partir de 18 ans. On peut leur verser avant, mais ils vont être imposés au taux maximum, ce qui ne sera pas avantageux. Oui, c'est parfait. Puis j'avais une autre question aussi, là. On parle du financement, vous allez le mettre à travers la gestion. Puis pour la déductibilité des intérêts, vous avez proposé soit une fusion, une liquidation. Pourquoi vous n'avez pas favorisé les honoraires de gestion dans une situation semblable où ce que monsieur détiendrait encore 10%? Je donne des pistes. Les honoraires ne seraient pas nécessairement déductibles dans la GESCO de toute façon, considérant que même les intérêts ont la difficulté à être déductibles. OK. Parfait. Merci. J'aimais l'idée de la fiducie. Pour bien comprendre, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu dans les diapos, mais je pose la question pour aller chercher ça. Comment je branche la fiducie, considérant qu'il y a l'opérante, on parle d'une gestion, fractionnement, conjoint est peut-être branché sur la gestion ou sur la fiducie, mais concrètement, comment vous ficelez tout ça? En fait, c'est qu'à partir du moment où la GESCO va être créée, va être facile. La fiducie, ça va être le père qui va être le constituant, qui va remettre une pièce d'argent pour créer la fiducie. Par la suite, la fiducie va pouvoir emprunter à un tiers indépendant qui ne fait pas partie des personnes. Un emprunt à un taux prescrit, un emprunt de 100 $ par exemple. Le 100 $ va permettre d'acheter des actions ordinaires de la GESCO. Et à part la suite, dans le fond, les actions ordinaires vont être détenues par la fiducie. OK, donc la fiducie est actionnaire de la compagnie de gestion, puis on met la famille comme bénéficiaire de fiducie. Exactement. Et est-ce que la compagnie opérante a un certain lien à voir dans ce montage-là ou c'est complètement autre chose? En fait, c'est que la fiducie va détenir la GESCO, puis la GESCO va détenir les 90 actions. Il est certain que toutes les sociétés vont être liées à ça. OK. Au moment de la revente de la compagnie, si on se pousse dans un futur un peu plus loin, est-ce que la DGC, à ce moment-là, serait admissible? C'est pourquoi, évidemment, j'avais proposé l'option de fusion-liquidation dans le but, justement, la fiducie, c'est l'avantage de multiplier la DGC, étant donné que chacun des bénéficiaires va pouvoir utiliser sa déduction prix en quelque part. OK. Ça pourrait être une bonne idée. Maintenant qu'on fait ça, est-ce qu'on a une façon de purifier ou tout doit passer par la fiducie à ce moment-là? Probablement qu'en temps et lieu, au moment de la vente, il va falloir regarder au niveau de la société opérante si les actifs sont admissibles au calcul de la DGC. Donc, on pourrait avoir déjà branché une gestion à ce moment-là. Ouais. Qui pourrait aussi être bénéficiaire de fiducie ou pas? Oui. Idéalement, en fait, il va y avoir une société de gestion qui va être bénéficiaire de la fiducie. Merci.